Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans notre épisode de Board Game 101, on va regarder le jeu de pirate Dead Man Tells No Tales. C'est un jeu qui a été designé par Kane Klenko et qui a été publié par la compagnie Minion Games à l'aide d'une campagne Kickstarter en 2015. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et dure environ 60 à 75 minutes. Le but du jeu est d'aller trouver un certain nombre de trésors et de les sortir du bateau qui est enflammé. On retrouve plusieurs mécaniques de jeu dans Dead Man Tells No Tales. Premièrement, c'est un jeu coopératif. On est tous ensemble pour lutter contre le jeu. Alors les pirates travaillent en équipe pour sortir les différents trésors. On va aussi utiliser un système de points d'action. Chaque pirate va recevoir 5 points d'action à son tour pour faire les différentes actions dans son tour pour essayer de ramasser les trésors, se promener dans le bateau, explorer, éteindre le feu ou combattre les gardiens des trésors. On va aussi avoir une mécanique de pouvoir variable. Chacun des pirates va avoir un pouvoir variable qui va être différent des autres. Alors, on va être complémentaire à l'équipe à ce moment-là. On va aussi utiliser une mécanique de placement de tuiles pour faire le bateau pirate. À chacun des tours, les joueurs vont explorer le bateau, vont ajouter des tuiles au bateau pour essayer de trouver les différents trésors. On va aussi ajouter une mécanique de cueillette et livraison. On doit aller trouver les trésors dans le bateau, tuer le gardien et ensuite prendre le jeton trésor et le ramener au départ, le sortir du navire pour le ramener dans notre chaloupe. Finalement, on a une petite mécanique de lancement de dés quand on va combattre les différents gardiens ou les squelettes qui se promènent dans le bateau. On va lancer un dé pour savoir si on les bat. Alors, beaucoup de mécaniques ensemble dans ce jeu Dead Man Tells No Tales. Tout d'abord, on va placer le plateau. On a la première pièce du plateau qui ressemble à un bateau, qui sont les 4 premières pièces qu'on va pouvoir visiter dans le bateau. Ensuite, à notre tour de jeu, on va pouvoir ajouter des tuiles qui viennent de la pile de tuiles qui est ici, qu'on va avoir mélangé préalablement. Et on va placer un nombre de tuiles sur le côté qui est égal à 2 fois le nombre de joueurs. Alors là, je vais simuler une partie à 2 joueurs. Alors les 4 premières tuiles vont être tournées sur le côté. Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que ça va faire de plus. On va placer les différents dés qui représentent le feu qui est dans le bateau. On a des dés rouges et des dés jaunes qui sont inscrits sur les cases du plateau. On a 2 dés rouges et 2 dés jaunes à lancer au début de la partie et on va les placer sur les 4 pièces où ce que les symboles de la bonne couleur. On ne peut pas avoir un dé qui est à 6. Si jamais on roule un 6, on va relancer les dés pour obtenir quelque chose qui est plus bas que 6. Alors, le feu qui est dans les différentes pièces est représenté par les dés. Alors, plus le chiffre est haut, plus la force du feu est forte, plus les pirates vont se fatiguer quand ils vont entrer dans ces pièces-là. Ensuite, on va placer un petit jeton de matelot squelettique dans cette pièce-là où on retrouve une trappe. Les joueurs vont commencer ici dans les petits navires à l'entrée, vont devoir entrer par la pièce du centre au début de la partie. On va faire une pile avec les jetons de matelot squelettiques qui sont là. À certains moments dans la partie, ils vont apparaître sur le plateau. Qu'est-ce qu'ils vont faire les matelots squelettiques? S'il y en a seulement un dans une pièce, ça fait rien. Si jamais il y en a un deuxième et qu'il y a un jeton qu'on veut ramasser dans cette pièce-là, ils vont nous empêcher. On va devoir les éliminer avant. Et si jamais il y a un troisième matelot squelettique dans une pièce, les joueurs ne peuvent tout simplement pas entrer dans cette pièce. Ils vont vous bloquer. Alors, il va falloir en éliminer un ou deux avant d'entrer dans la pièce. On a aussi le marqueur d'explosion qu'on va placer à 0. On le place en dehors du plateau. À chaque fois qu'on va avoir une pièce qui va exploser ou un baril qui va exploser, on va l'avancer sur la piste qui est ici. Et si jamais il atteint le bout de la piste, on remarque un crâne et c'est la fin de la partie. On perd, le bateau explose. On fait une pile avec le reste des dés rouges et des dés jaunes qui vont représenter les feux dans les pièces qu'on va ajouter avec les tuiles. On va mélanger la pile de cartes du mal, qu'on va faire cette phase-là à la fin de chacun des tours de jeu. Et on va mettre la carte du bateau de côté. Ça va être notre deuxième sortie si on en trouve une, lorsque toutes les tuiles vont être placées. Chaque joueur va recevoir un plateau de joueurs comme ça. On va recevoir sa carte de personnage avec son pouvoir variable qui va être écrit dessus. Dans ce cas-ci, Jade, quand elle fait l'action d'éliminer les matelots, va en éliminer 2 au lieu d'1. Va recevoir son jeton de pirate, des beaux petits jetons en forme de pirate, vraiment cool, qui va être placé dans le navire sur le plateau comme je viens de vous montrer.
Ensuite, chacun des joueurs va recevoir un objet du paquet de cartes objet au hasard. On va placer cet objet-là devant lui. C'est l'objet qu'il a au départ. Tous les autres objets vont être placés au centre de la table et les joueurs vont pouvoir aller échanger les différents objets pendant la partie, dépendant ce qu'ils veulent faire à leur tour. Les joueurs vont placer la petite roulette ici à 0. Cette roulette-là représente les points de fatigue. Alors, plus un joueur se fatigue, plus il va gagner des points de fatigue. Si jamais il dépasse 15 points de fatigue, le pirate va mourir à ce moment-là. Vous allez remarquer qu'à certains endroits sur le plateau de fatigue, vous avez des chiffres qui sont indiqués avec des dés. 5, 4, 3, 2. Lorsqu'un pirate va atteindre ce niveau de fatigue, il ne peut plus entrer une pièce où le feu est une intensité de 5. Si jamais il est fatigué à 9, il ne peut plus entrer une pièce qui a un feu d'une valeur de 4 et plus, ainsi de suite. S'il est fatigué à 12, il ne peut pas entrer une pièce où le feu est à 3. Il doit soit se reposer pour perdre la fatigue ou diminuer la valeur du feu avant d'entrer dans la pièce. Les joueurs vont aussi recevoir un petit marqueur de combat avec la face de leur personnage qu'ils vont placer à 0. Lorsqu'ils vont faire l'action d'augmenter leur valeur de combat, ils vont l'augmenter vers la droite de 1. Ils vont lui donner un bonus de plus 1 qu'ils vont pouvoir utiliser lors d'un combat. Et on peut faire cette action-là plusieurs fois pour s'augmenter à plus 4 au maximum. Lorsqu'un joueur va combattre, il peut utiliser la valeur de combat qu'il est rendu sur son plateau, mais il utilise la valeur au complet. Alors, s'il fait un combat, il est à plus 4, il va utiliser son plus 4 au complet, il va revenir à 0. Il ne peut pas dire, je vais juste utiliser 2, puis il va me rester 2. On ne peut pas. Il doit retourner à 0 à ce moment-là. Alors, tout le monde commence avec 0 de fatigue, un objet et sa carte de personnage. Au début de son tour, un joueur va commencer avec la phase d'exploration. C'est dans cette phase de jeu qu'on va ajouter des tuiles sur le bateau pour continuer à l'explorer et placer des chemins et des jetons aussi qui vont présenter différentes choses. Comme j'ai dit tantôt, on va placer un certain nombre de tuiles de côté, 2 fois le nombre de joueurs. Ça veut dire qu'à leur premier tour de jeu, leur première phase d'exploration, chacun des joueurs va prendre 2 tuiles et va les placer. Et après ça, quand ce paquet de tuiles-là va être passé, qu'on va être rendu au reste du paquet de tuiles, on va en placer seulement une par tour. Alors le premier joueur commencerait, tournerait la première tuile, il doit la placer sur le bateau. On remarque qu'il y a des portes qui sont aux différents endroits. Il faut que les portes soient placées pour communiquer avec d'autres portes sur le bateau. Alors, on pourrait placer sa tuile ici. Comme on a un 4 rouge, on va prendre un des rouges qu'on va placer sur le 4 dans cette pièce. Et ensuite, on va prendre le petit sac avec les jetons et on va piger un jeton là-dedans et on va le placer sur la pièce. Ici, on a un squelette à 3. Les petits squelettes, c'est des membres de l'équipage qui vont se promener, qui vont essayer de nous nuire. Si on les combat et qu'on réussit à les battre, on va tourner le jeton de côté et on va avoir soit des bouteilles de rhum ou des petites épées qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter notre valeur de combat. Alors pour l'instant, on le met sur le côté avec le squelette et le squelette a un chiffre de 3. Alors quand je vais combattre, je vais devoir égaler ou dépasser ça avec la valeur de combat. On fait la même chose avec la deuxième tuile. On va la placer ici. On a un dé rouge avec rien d'écrit dedans. Ça veut dire qu'on ne met pas de dé pour commencer. Il y a un feu qui va pouvoir s'allumer avec le temps. On remarque que cette tuile-là est spéciale. Elle a un baril avec une valeur de 2 décrite dessus. Le baril, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que cette tuile-là va être placée, donc on la place comme ça, si jamais le feu dans cette pièce-là atteint une valeur de 2, le baril va exploser. Quand le baril explose, on avancerait notre marqueur d'explosion. Et le dé qui est dans cette pièce-là, qui est rendu à une valeur de 2, on va le placer sur le baril, montrer qu'il a explosé. Quand un baril explose, ça envoie une explosion vers la pièce qui est adjacente au baril, s'il y a une porte. Alors, il augmenterait la valeur du feu dans la pièce à côté de 1. C'est comme ça qu'on a un baril qui explose, c'est ça que ça va faire comme effet. Alors là, le joueur a placé ses 2 pièces, sa phase d'exploration est donc terminée. La deuxième phase est la phase d'action. Chacun des joueurs va recevoir 5 pièces d'or. J'ai oublié de le mentionner avant.
Chacune des pièces d'or va représenter une action qu'il peut faire pendant son tour. Lorsqu'il utilise une action, on va simplement retourner la pièce d'or de côté, sur le côté noir, pour dire que cette action est utilisée. Et ça lui permet de savoir combien d'actions il lui reste à faire dans son tour. Si jamais il n'utilise pas toutes les actions, les 5 actions dans son tour, il peut prendre les pièces qui lui restent et les donner au joueur suivant qui lui va avoir la possibilité de faire cette action à ce moment-là. Dès que le joueur suivant va avoir fait ces actions-là qu'on lui a prêtées, il va les redonner à son propriétaire. On ne peut pas les garder, on doit obligatoirement utiliser ces actions-là en premier. Donc un joueur a toujours au minimum ces 5 actions au début de son tour. On va aussi donner au joueur une carte aide-mémoire sur laquelle on va retrouver toutes les différentes actions possibles. Et on a aussi de l'autre côté un aide-mémoire pour les combats que les joueurs vont pouvoir utiliser quand ils vont aller combattre les différents squelettes ou les gardiens des trésors. Quelles sont les actions possibles qu'on peut faire pendant la phase d'action? Premièrement, pour une action, un pirate peut faire l'action de marcher. Alors il va simplement traverser d'une pièce adjacente à une autre. Comme les pirates commencent dans les petites chaloupes ici, ils vont devoir entrer dans la pièce centrale. Donc on avance d'une pièce avec l'action marcher. S'il y a du feu dans la pièce où on s'en va, le pirate va se fatiguer de la différence entre la pièce qu'il entre avec la pièce qu'il quitte. Comme la pièce qu'il quitte n'avait aucun feu, et la pièce qui entre a un feu d'une valeur de 2, donc 2 moins 0, égale une valeur de fatigue de 2. Le joueur se fatiguerait alors de 2 sur son échelle de fatigue. On a ensuite l'action courir. L'action courir, le joueur, au lieu de faire seulement un déplacement, pourrait faire 2 déplacements. Automatiquement, quand il fait l'action courir, il va se fatiguer de 2, parce qu'il a fait 2 cases de déplacement. Et il va aussi se fatiguer pour la valeur du feu, des 2 pièces qu'il a traversées. Quand le joueur était dans la pièce ci qui avait un feu d'une valeur de 2, et la pièce ci qui a un feu d'une valeur de 3, donc une différence de 1, donc il aurait fait 1 de fatigue supplémentaire. Mais ici, comme la pièce a une valeur de 3 et que la pièce qu'il est entrée a une valeur de 2, de là à là, il ne prend pas de fatigue supplémentaire. Alors c'était l'action de courir. Par la suite, un joueur peut faire l'action de combattre le feu. Il le fait dans la pièce où il est. Et il va simplement descendre la valeur du chiffre sur le dé de feu de 1 pour une action. Si jamais il a un feu d'une valeur de 1 et qu'il fait cette action, il va éteindre le feu. On va retirer le dé de la pièce. Il va pouvoir se rallumer en cours de partie. On peut ensuite faire l'action d'éliminer des matelots. Les matelots squelettiques qui sont ces petits jetons qui peuvent nous empêcher de passer ou de ramasser des objets. Pour une action, on peut tuer un matelot qui est dans une pièce adjacente à la nôtre ou dans notre pièce. Alors pour une action, le joueur vert pourrait tuer ce matelot. Ensuite, si jamais il y avait un jeton dans la pièce où il se trouve, s'il y avait un trésor ou une épée ou une bouteille de rhum, il pourrait prendre une action pour la ramasser et la placer sur son plateau. Si c'est une épée, il va venir la placer ici. Les épées vont augmenter votre minimum de valeur de combat pendant la partie. Ensuite, on peut faire l'action de se reposer. Pour une action, on peut s'enlever 2 points de fatigue à ce moment-là avec l'action de se reposer. Et pour une action, on peut augmenter sa valeur de combat de 1. Et dernière action possible à notre tour, on peut échanger notre carte d'objet. Alors ce joueur a la bouteille de rhum. Les objets, quand il n'y a pas d'icône de pièce d'or ici, que c'est vide, ça veut dire que c'est une action qui est gratuite pendant le tour. Alors il pourrait faire l'action de se reposer gratuitement une fois dans le tour, pourrait la faire et s'enlever 2 points de fatigue. Et l'action pour échanger un objet, il peut prendre son objet et l'échanger avec n'importe quel objet qui est sur la table, accessible à tous les joueurs, ou il peut aller prendre l'objet d'un autre joueur. À ce moment-là, s'il décide d'aller prendre l'épée à l'autre joueur, il va replacer sa bouteille de rhum au centre. Comme ce joueur n'a plus d'objet, il peut prendre l'objet qu'il veut dans les objets qui sont disponibles. Alors, c'est les actions qu'on peut faire dans un tour. Là, j'ai dépassé mes 5 actions. C'était pour vous montrer tout ce qu'on peut faire à l'aide des actions dans un tour.
Finalement, la troisième phase de jeu dans le tour d'un joueur, c'est la phase du mal. C'est dans cette phase qu'on va piger une carte du paquet de cartes qui est ici et qu'on va appliquer les effets. C'est des cartes qui sont négatives, qui vont faire augmenter la valeur des dés de feu dans les différentes pièces, qui peuvent causer des explosions, qui peuvent faire apparaître des matelots squelettiques, qui peuvent faire déplacer aussi les squelettes qui se promènent dans le bateau. On retrouve différents symboles sur les cartes de mal. Par exemple, si vous tournez cette carte, vous allez augmenter tous les dés dont la valeur, tous les dés rouges dont la valeur de 1 vont augmenter. Alors on a une valeur de 1 ici, il augmenterait à 2. Et on a une icône en bas qui nous dit, on a l'icône de la trappe qui est ici. Ça veut dire qu'à chaque trappe qu'on a sur le plateau, on va faire apparaître un matelot squelettique. Au début, il y en a seulement une, mais plus on va avancer dans les différentes pièces qu'on va découvrir, on peut avoir des jetons qui vont ajouter des trappes dans le plateau. Alors, c'est dur à gérer les différents matelots squelettiques. Dans un autre tour, je pourrais piger cette carte-là, qui augmenterait toutes les valeurs de 4 jaunes sur les dés. Alors, ce dé-là augmenterait à 5. On a le symbole avec une trappe et des flèches autour. Ce symbole, ce qu'il veut dire, c'est qu'à chaque endroit où on a un matelot squelettique et une trappe sur la même tuile, on va envoyer des matelots squelettiques dans les pièces adjacentes. Alors, la pièce adjacente, on en placerait un ici, on en placerait un ici, on en placerait un en bas. Je ne peux pas en placer en haut parce qu'il n'y a pas de pièce qui a été découverte encore. Par contre, on a une limite de nombre à respecter. Il faut, dans la pièce adjacente où on va placer un matelot, il faut que le nombre soit inférieur au nombre de matelots sur la tuile où il y a une trappe. Alors ici, comme il y en avait 0 au départ, 0 au départ et 0 au départ, et 1 ici, c'est pour ça qu'on est capable d'en placer 1. Si on pigeait tout de suite une carte comme ça, comme il y en a déjà un dans les pièces adjacentes, on n'en placerait aucun. On ne peut pas placer aussi de matelot squelettique avec cette carte-là quand c'est une pièce où il y a déjà une trappe. Quand il y a déjà une trappe, ça soit obligatoirement le premier symbole qu'on a montré tantôt. Alors, c'est une autre façon de faire apparaître les matelots squelettiques. Les matelots squelettiques, plus on va en placer sur le plateau, plus la réserve va diminuer. Si jamais on ne peut plus placer un matelot squelettique alors qu'on devrait à cause de l'effet d'une carte, on perd la partie automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans les cartes de mal? On peut avoir des icônes où il n'y a aucun chiffre. Ça veut dire que les endroits où on a enlevé les dés, qu'on a éteint le feu complètement, vont se rallumer. On replacerait un dé à 1. Comme il y a les deux couleurs, ça veut dire que les endroits vides rouges et les endroits vides jaunes, on ajouterait un dé à 1. On a l'icône du squelette. Alors tous les endroits, tous les jetons de squelette vont bouger vers les pirates, vers le pirate le plus près, par le chemin le plus court possible. Comme un pirate là-bas, il s'en viendrait dans cette pièce-ci. Ils font seulement un déplacement d'une case. Dernière carte possible, dernière icône qu'on peut retrouver sur ces cartes, c'est les cartes qui ont des 5 comme valeur de dés. Une carte qui a une valeur de 5, ça va être l'icône explosion automatiquement. Parce que si on fait augmenter les dés à 5 à 6, la pièce dans laquelle on retrouve le 5 va exploser. Si une pièce explose, on va tout simplement la tourner de côté. Tout ce qui était sur la pièce, les jetons, les matelots, vont être défaussés du reste de la partie. On l'enlève de la réserve complètement. S'il y avait des jetons de trésor ou des jetons de squelette, même chose, on les enlève de la partie complètement. Cette pièce est maintenant bloqué, on ne peut plus aller là pour le reste de la partie et on va évidemment faire avancer le marqueur d'explosion. En plus de ça, s'il y a une explosion, à chaque porte connectée, ça va augmenter le feu des pièces adjacentes. Et si le problème avec le jeu, c'est que les 4 pièces de départ, on ne peut pas les tourner de côté. À ce moment-là, on pourrait prendre une carte qu'on n'utilise pas d'un autre personnage ou un jeton qu'on n'utilise pas pour le placer dans la pièce pour dire qu'elle est bloquée. C'est un petit oubli de la compagnie. Je pense que sur leur site, il y a une icône qu'on peut imprimer pour se faire un jeton pour placer sur une des pièces de départ si jamais elle explose. Il y a plusieurs cartes d'explosion dans le paquet de cartes du mal. On peut les mettre de côté parce que dès qu'on va piger la 3e explosion, on va prendre les cartes de la défausse et on va les remélanger dans les autres cartes de mal. C'est comme ça que le paquet va se rafraîchir. On va faire cette phase-là à la fin de chaque joueur. Alors, ça va rapidement là, faire augmenter les feux et faire les différentes menaces qu'on doit combattre dans le bateau qui ne nous rendent pas la tâche facile.
Dernière chose que je n'ai pas parlé, c'est les combats. Lorsque notre jeton de pirate se retrouve dans la même case qu'un jeton soit de squelette ou un jeton de gardien de trésor, on est obligé de le combattre. Les combats, ça ne coûte pas d'action. Ça peut même arriver en dehors d'un autre tour si jamais c'est une carte qui fait déplacer les squelettes. Lorsqu'un squelette arrive sur notre case, on doit le combattre automatiquement. Ici, il a une valeur de 3 sur son jeton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le dé de combat, qui est un dé à 6 faces, normal. J'ai obtenu 3. En plus, si j'ai l'épée qui me donne 1 de valeur de combat, alors j'ai 4 de valeur de combat. Le squelette ici a 3, je l'ai vaincu. Je tourne son jeton de l'autre côté. Maintenant, il y a une bouteille de rhum à par terre qu'on peut ramasser avec une action, qu'on va placer sur notre fiche de personnage. Si jamais j'avais obtenu un 1, puis que ce squelette-là a 3, 1 plus mon épée, j'ai une valeur de combat de 2, alors le squelette, je ne le tue pas. Je pourrais utiliser ma valeur de combat qui est ici. Si je décide de l'utiliser, elle va retomber à 0. Et à ce moment-là, il va falloir que j'utilise des actions pour la faire remonter. Ou je vais perdre le combat. Si je perds le combat contre un petit squelette, vous allez regarder sur votre carte aide-mémoire, vous allez rouler un dé à 6 faces et vous allez faire ce qui est écrit ici, soit que l'ennemi va retraiter, soit que vous allez retraiter, soit que vous allez recombattre encore, ou vous allez choisir dans une des options qui est là. Quand on perd un combat aussi, on va se fatiguer de la différence entre ce qu'on a obtenu dans la valeur de combat et ce qui nous manquait pour le vaincre. Comme j'ai une valeur de 2, que le squelette avait une valeur de 3, ça m'aurait donné un point de fatigue de perdre le combat. Ensuite, je roule l'aile D6 et je fais l'effet qui est sur la carte. Si c'est un combat avec un gardien de trésor, c'est un petit peu différent. Premièrement, eux autres, ils ont des valeurs de 6, 7 ou 8. Les cartes ne peuvent pas les faire se déplacer, alors ils vont tout le temps rester dans la pièce qu'ils sont là. Si je m'en vais dans cette pièce-là, je dois le combattre. Encore une fois, on va lancer le dé de combat. J'ai obtenu un 6, plus mon épée 7. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de prendre ma valeur de combat pour le battre. Je l'ai vaincu, je le tourne de côté. On a le jeton de trésor. Une fois que le jeton de trésor est placé là, je peux prendre une action pour le ramasser. Parce que c'est un jeton. Je vais le placer sur mon plateau de personnage. On ne peut pas avoir plus qu'un trésor en notre possession par personnage. Maintenant, il faut que j'emmène ce trésor-là en dehors du navire. Alors, il va falloir que j'utilise des actions pour me déplacer avec le trésor. Par contre, quand j'ai le trésor en ma possession, je ne peux plus faire toutes les actions qui sont disponibles. Je peux seulement marcher. Je ne peux pas courir avec le trésor. Je ne peux pas combattre le feu non plus. Donc, je peux marcher. Je peux me reposer pour m'enlever de la fatigue. Je peux échanger des objets ou utiliser des objets qui ne coûtent pas d'action. En plus, je vais me fatiguer plus vite quand je traîne un trésor. Normalement, si je me déplacerais de la pièce qui a une valeur de feu de 4 à une autre pièce qui a une valeur de feu de 4, normalement, ça ne me ferait pas de fatigue. Mais quand je transporte un trésor, je vais me fatiguer de la valeur du dé dans la pièce où je m'en vais. Alors là, je prendrai 4 de fatigue quand j'entrerai dans cette pièce-là. Quand j'entrerai dans la pièce qui est ici, je prendrai un autre 2 de fatigue. Alors, on se fatigue très rapidement là, quand on traîne un trésor. Et une autre action, là, je sortirai du navire et à ce moment-là, on va prendre la carte de notre bateau. On va aller placer le trésor. On va prendre la carte de notre bateau, on va placer le trésor dessus. Et dès que je sors du bateau enflammé, on doit obligatoirement arrêter notre tour-là. S'il nous reste des actions, on va les donner au joueur suivant. Et automatiquement, quand vous quittez le bateau, vous allez vous soigner de la moitié de votre fatigue. Alors là, je perdrai 3 de fatigue parce que je suis sorti du bateau. Et les joueurs vont gagner là, quand ils vont amasser un certain nombre de trésors, dépendant de la difficulté qu'ils vont choisir au début de la partie. Une partie normale, ça va être 5 trésors. Si vous jouez là, à un certain nombre de joueurs, une partie qui va être vraiment là, difficile, ça va être les 6 trésors qui sont disponibles. Alors là, si on joue à difficile, dès qu'il y a un trésor qui explose dans une pièce, on a perdu parce qu'on ne pourra pas ramasser les 6 trésors. Alors, c'est comme ça qu'on joue à Dead Man Tells No Tales. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Dead Man Tells No Tales? On va y aller avec les composantes. On a le plateau là, avec le bateau, les tuiles,
très bien fait, très belle. Seul désavantage, comme j'ai dit pendant la vidéo, c'est que si une des 4 tuiles de départ explose, on ne peut pas tourner le bateau de côté, parce que les 4 tuiles seraient tournées de côté à ce moment-là. Un petit oubli de la part de la compagnie aurait pu faire des jetons là, d'explosion qu'on aurait pu placer dans ces 4 pièces-là si jamais des explosions arrivaient. Ensuite, pour les cartes, tout est solide, les jetons, les petits matelots, les pions de pirates sont vraiment cool aussi. Alors, chapeau pour les composantes pour un jeu qui a passé sur Kickstarter et qui a amassé un pas trop gros montant. C'est vraiment une belle production. Les dés aussi rouges et jaunes là, pour le feu là, sont très beaux. Côté artistique, encore une fois, les cartes, les dessins qu'on retrouve sur le plateau, les tuiles, les personnages, la boîte de jeu, là, tout est vraiment beau. Côté artistique aussi, une belle réussite là, pour un jeu qui a été kickstarté. Au niveau de la complexité, je vous dirais complexité moyenne pour ce jeu-là. C'est pas les mécaniques les plus compliquées, mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'options qu'on peut faire. On ne sait pas trop quoi prioriser au début quand on fait nos premières parties. On risque d'avoir quelques défaites là, en commençant. La difficulté du jeu est quand même assez élevée. On peut encore la rendre plus difficile là, en augmentant le nombre de trésors qu'on peut avoir à ramasser pendant la partie. Ça, c'est une bonne chose. Quand on devient de plus en plus à l'aise avec le jeu, on peut mettre ça à la difficulté la plus haute si on veut plus de défis. Pour moi, un jeu coopératif qui est trop facile, c'est un jeu qui a été mal réussi. Il faut vraiment, quand on a un défi, à vouloir jouer à ça, à vouloir réussir à gagner. Alors, j'ai quand même perdu beaucoup de parties à ce jeu-là avant d'avoir mes premières victoires. Alors, chapeau pour la difficulté, puis la façon qu'on peut la réguler aussi. Pour le nombre de joueurs, le jeu se joue de 2 à 5. Moi, j'ai essayé à plusieurs nombres de joueurs. C'est amusant, peu importe à combien vous êtes. 2, 3, 4. À 5, ça devient peut-être un petit peu plus long là, avec notre tour de jeu arrive. C'est plus difficile aussi à 5 parce que ça prend plus de temps avec notre tour revienne. Il se passe beaucoup de cartes du mal. Il y a beaucoup de feux qui augmentent, beaucoup de choses qui peuvent se passer avant que ça revienne à nous. Alors, un petit peu plus compliqué si vous êtes 5. Sinon, là, ça joue quand même bien à tous les nombres de joueurs. Pour les comparaisons, ce jeu-là, vous allez avoir un peu le même feeling que vous jouez à Pandémie ou que vous jouez au feu. Pour moi, c'est comme si Pandémie au feu avait fait un bébé, puis ce bébé-là, ben, c'est Deadman Tales No Tales. Je le trouve plus fun que ces deux jeux précédents-là parce que y a plus de choses variées à faire pendant le jeu. Quand on joue à Pandémie, oui, il y a les cubes, on a 4 fois les maladies différentes, mais au final, c'est la même chose. On enlève les cubes, puis on essaie de faire nos collections d'ensemble là, pour faire les maladies. Dans Deadman Tales Hotel, le but est de sortir les trésors, mais pendant que je fais ça, il faut que je gère les matelots, il faut que je gère le combat parce qu'il faut que j'aille battre le gardien du trésor, il faut que je gère le feu pour pas qu'il y ait trop d'explosions, il faut que je gère plein d'affaires. C'est ça qui le rend un petit peu plus fun, la variété, selon moi. Pour moi, Pandémie a été remplacée par ce jeu-là là, dans ma collection. Je pense pas que j'ai joué à Pandémie depuis que j'ai eu ce jeu-là. Mon appréciation de Deadman Tales No Tales, je vais lui donner la lettre de A. Un très bon jeu coopératif. Si vous aimez les thématiques de pirates, vous allez aimer ça. Très beau jeu aussi. Très le fun. Assez difficile, ce qui rend un bon défi là, pour un jeu coop. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.